Bon. Bonsoir à tous. Je vous propose de faire l'appel. Alors, Françoise Doisy, Présente. Djemel Bensassi, Présent. Marie-Claire Loz, Présente. Robert Bénazé, Présent. Marie-Christine Roch, Guy Desbonnets, donc absent, il n'a pas donné de procuration. Véronique Roux, Sébastien Massa, Chantal Thomasin, donc procuration Marie-Christine Roch, Jean Villain, Christian Correa, Présent. Michel Goré, Présent. Angela Banuta, Vincent Didier, Sylvie Roux, Carole Genguelet, donc procuration Véronique Roux, Marc-Olivier Bensassi, Cynthia Émeric, procuration Sébastien Massa, Lucas Maurici, il n'a pas donné procuration, Denis Paillard, Dominique Macouk, Yacine Lala, procuration de Dominique Macouk, Olivier Delmas, Laurence Large, Sandrine Agudbos, procuration Laurence Large, Jean-Michel Garcia, Corinne Maurici, procuration Michel Gouet, Oui. et Hélène Pierson, qui doit arriver. D'accord. Okay. Voilà, donc quorum est atteint, on peut délibérer. Secrétaire de séance, donc c'est autour de c'est autour de votre groupe, je crois. Donc c'est qui Madame Macouk. Donc Madame Macouk, secrétaire de séance. Alors, je vous propose d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre 2023. S'il n'y a pas de... Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Donc, oui, Madame Macouk. Je n'ai pas une remarque sur le compte rendu de ce conseil, mais sur le débat et vote qui a eu lieu à propos du contrat d'apprentissage au service communication. Il est bien marqué dans le résultat du vote que cette délibération a été adoptée à la majorité avec 5 abstentions. Or, dans l'expression de votre liste du dernier kiosque, il est marqué que l'opposition a voté contre. Donc, je pense qu'il faudra rectifier votre expression de liste parce qu'elle n'est pas vraie. Oui, c'est une erreur, effectivement. Mais pas sur le compte rendu. D'accord. Mais enfin, sur le compte rendu, vous n'avez pas de remarques. L'expression libre, c'est notre sujet. On ne va pas tout mélanger quand même. Hein. D'accord. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le PV est adopté. Alors ensuite, vous avez le tableau des décisions prises par le maire, donc en application de la délibération du 23 juillet 2020. Alors dans le tableau que vous avez eu, il manquait, il y avait un petit oubli que je vous propose de compléter immédiatement. Donc sur le marché public, réfection du parapet de l'église Saint-Martin, le montant est de 119 300 € et 12 centimes. Et sur la mission AMO, mise en place de marché maintenance d'installation CVC des bâtiments de la ville, c'est un montant de 6 050 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Monsieur Bayard, oui. Hors taxe. Hors taxe. C'est hors taxe. Merci. Voilà, donc c'est une information, il n'y a pas de vote. Alors je vous propose d'aborder la délibération numéro 1. C'est une délibération qui est prise en application de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023.
qui prévoit que les communes dotées d'un PLU doivent définir avant le 31 décembre 2023 des zones d'accélération des énergies renouvelables. Alors, ces zones sont des zones qui sont définies pour contribuer à atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elles devront figurer donc au PLU de la commune. Et l'avantage de ces zones, c'est que tous les projets qui seront inscrits dans ces zones disposeront de procédures administratives allégées et vraisemblablement des tarifs, notamment des tarifs de rachat de l'énergie ou subventions ou autres, enfin des facilités financières qui pourront être accordées. Donc, ces zones ont été définies à partir, en fait, ce sont des propositions qui sont faites par l'État et qui figurent dans un portail cartographique. Une concertation doit ensuite être mise en œuvre par les communes, ce qui a été fait ici. Une délibération doit être prise en conseil municipal et un débat également au sein de l'EPCI compétent, c'est-à-dire pour nous le SICOVAL. Alors je rappelle qu'un référent préfectoral est nommé pour le département, un comité régional de l'énergie également, qui doit transmettre son avis au référent préfectoral. Si l'avis est favorable, donc le référent préfectoral arrête les zones identifiées à l'échelle de chaque département, et si l'avis est défavorable, eh bien, il reviendra vers les communes pour demander des compléments ou des modifications. Voilà. Alors sur la commune, il a été donc un certain nombre de potentiels ont été identifiés, qui figurent dans le petit dossier qui vous a été transmis et qui a été mis à disposition du public. Il vous est proposé en fait de retenir un scénario un peu maximal, c'est-à-dire de retenir comme zone tous les potentiels qui ont été identifiés, de manière à pouvoir là aussi se donner le maximum de possibilités dans l'avenir, et puis surtout de ne pas obérer les futurs projets en leur permettant de bénéficier des dispositifs d'approbation allégée. Voilà ce qui vous est proposé. Donc, pour aller vite, en fait, sur notre commune, le potentiel principal qui est identifié, c'est le potentiel solaire. Voilà. Potentiel éolien, compte tenu des périmètres réglementaires de protection, on ne peut pas mettre. Voilà. En revanche, solaire, on pourra mettre à la fois dans les zones agricoles et naturelles, sous certaines conditions qui restent à définir par notamment la Chambre d'agriculture et des décrets d'application pour ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Et puis surtout sur les toits des habitations, où là, évidemment, on a un gros potentiel. Voilà, donc il vous est proposé par délibération, à la fois de prendre acte du bilan de cette concertation qui a donné lieu à 0 intervention de la part des habitants, d'approuver, d'arrêter les propositions de zones d'accélération qui seront ensuite transmises au SICOVAL pour avis. Voilà. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce projet de délibération, Monsieur Paillard? Déjà un commentaire. Je trouve que c'est une opération qui aurait pu faire l'objet d'une concertation qui, à mon sens, aurait été relativement facile parce qu'on est tous intéressés par ces affaires et je crois que ça nous concerne tous. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu une réunion entre élus. Ça aurait été intéressant de pouvoir se voir ne serait-ce qu'une heure pour faire le point sur les différents sujets. Et je trouve que c'est dommage, sur des sujets comme ça, qu'on n'active pas des concertations. J'ai demandé aussi, je crois que le Conseil des sages et les instances de démocratie participative n'ont pas été sollicités sur le sujet directement.
Ça, c'est pour la méthode. Ensuite, j'ai cru comprendre que les dossiers qui nous sont envoyés, Les zones. les zones, sont des zones qui ont été proposées par l'État. C'est bien ça. Sur les parkings dont on parle, et entre autres les ombrières, je n'ai pas vu les parkings communaux. Je pense qu'on doit avoir un certain nombre de parkings communaux qui font plus de 500 mètres carrés. Je ne les ai pas vus identifiés. Et je me pose aussi la question du parking du futur Aldi, qui lui, si on s'en tient à la loi, à la définition de la loi Allure, doit faire au moins 2000 mètres carrés. Donc, je souhaite que ces différents points soient rajoutés en zone ENR. Voilà. Ça, c'était la première chose. Je me pose d'autres questions sur l'agrivoltaïque, puisque c'est appelé comme ça, ou agrivoltaïsme. Est-ce que dans une commune qui manque de massifs forestiers, il est vraiment utile d'alléger sur l'ensemble des zones agricoles, y compris celles qui sont interpénétrées avec des lotissements? Est-ce qu'il est vraiment utile d'alléger les procédures et de permettre finalement une installation plus facile de panneaux photovoltaïques? On connaît les réticences des chambres d'agriculture par rapport à une certaine forme d'agrivoltaïsme, dans la mesure où ça enlève des terres agricoles en réalité. Et je pense que pour la commune, ce serait intéressant de réserver ces zones, donc, comment elle s'appelle, donc accélération, aux zones agricoles qui sont à l'extérieur de la commune et pas aux parcelles qui sont interpénétrées avec les lotissements. Voilà les remarques que j'avais sur ce dossier. Merci. Alors peut-être pour répondre sur les 3 points. Alors d'abord sur la méthode, la concertation a été menée auprès du public puisqu'il y a eu, elle a été faite par voie d'affichage, elle a été faite par la mise à disposition du dossier par voie numérique. Une information a été donnée également sur le site de la mairie et par Facebook, je crois. Ce dossier a également été évoqué en commission municipale technique, normalement, urbanisme. Donc, la concertation avec les élus a eu lieu. Alors après, oui, elle n'a pas été élargie au-delà des élus aux associations, conseil des sages de la commune, pour une raison très simple, c'est la raison de l'urgence, c'est-à-dire on avait des délais très courts. L'État nous a mis en situation de devoir aller très vite, puisqu'il fallait délibérer avant le 31 décembre, donc ce conseil. Donc on a fait au mieux compte tenu des délais qui nous ont été impartis. Donc voilà pour la méthode. Alors ensuite, sur les parkings, tous les parkings de plus de 500 mètres carrés ont été identifiés. Normalement, ils y sont. Donc bon, on va revérifier. Enfin, si vous les avez pointé une erreur, dites-le nous, on le rectifiera immédiatement. Sachant que, attention, c'est dans le PLU qu'il faudra bien l'identifier. Enfin, pour l'agrivoltaïsme, alors je partage assez vos réticences, sur le plan un peu théorique. Maintenant, si vous voulez, nous avons pris le parti de s'en remettre un peu au débat d'experts sur ces sujets et aux décrets d'application qui ne sont pas encore sortis. Ces décrets d'application, ils doivent notamment définir ce que c'est l'agrivoltaïsme. Parce que pour l'instant, la définition est très vague. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ce sont des panneaux qui doivent permettre l'exploitation agricole de la parcelle? Est-ce que ce sont au contraire des panneaux au ras du sol qui ne permettent pas? Est-ce que ça permet d'être compatible avec de l'élevage? Enfin bon, moi je suis pas compétent pour tout ça. Les décrets doivent définir tout ça. Ils sont en cours de préparation. La Chambre d'agriculture également doit déterminer les modalités d'application sur le département. Moi, je crois que là-dessus, le parti qui a été pris, c'est à notre niveau, pour l'instant, ne nous mettons pas de contraintes.
Laissons le champ des possibles libre, maximum possible. De toute façon, les professionnels concernés vont définir tout ça entre experts et peut-être de manière un peu plus éclairée qu'on pourrait le faire. Vous voyez, ça a été un peu notre partie. D'autres questions? Oui, Madame Acouk. Oui, alors moi j'avais le même genre de réticence en ce qui concerne la méthanisation aussi, puisqu'effectivement, à proximité de l'habitat, ça paraît difficile de permettre des implantations avec des délais très courts ou des procédures allégées à proximité d'habitation. Mais par contre, ce que je voulais souligner, c'est que vous avez parlé d'effectivement des choses à être vigilant au niveau du PLU et de fait du moment où on est en ce moment en révision, est-ce qu'il y a une possibilité de modifier ces zones-là, puisqu'effectivement, je vois qu'en U4, il va y avoir des changements, notamment dans le PLU, puisque les zones d'activité les zones économiques vont changer. Donc, comment c'est pris en compte dans le futur proche, on va dire? Oui, alors ça fait partie ça fait partie des points de mise en œuvre qui évidemment n'ont pas été anticipés par la loi, hein. Donc effectivement, il va falloir qu'on se coordonne puisqu'il va falloir qu'on intègre tout ça dans notre PLU. Voilà, c'est en cours. On fera ça. Enfin, les services devront le prendre en compte effectivement. Oui, Madame Acouk. Le débat en conseil de communauté, j'ai pas vu qu'il était à l'ordre du jour du prochain conseil de communauté, par contre. Donc peut-être qu'il va y avoir un délai supplémentaire d'examen décidé par le préfet, parce que là, ça paraît un peu de geste là. Oui, ben alors écoutez, là, moi je suis pas compétent pour fixer l'ordre du jour du conseil communautaire. En tout cas, nous avons respecté la loi. La loi nous disait le 31/12 2023, donc au 31/12 2023, la commune d'Escalquens aura délibéré et aura mené la concertation. Voilà, on a respecté strictement les termes de la loi. D'autres interventions? Non, alors je vous propose de passer au vote, donc, qui est contre, qui s'abstient. Alors, une abstention, et donc approuvé à la majorité, moins une abstention. Merci. Alors, délibération numéro 2, c'est une délibération que vous connaissez bien puisqu'elle revient tous les ans, qui permet au maire, donc c'est la délibération qui permet au maire de déroger à l'ouverture de déroger pardon à l'obligation du repos dominical. La loi donc permet aux commerces de détail de déroger à hauteur de 7 dimanches par an et sur avis du conseil municipal, cette dérogation peut aller jusqu'à 12 dimanches dès lors que le conseil communautaire de l'EPCI compétent a donné un avis favorable, ce qui est le cas puisque le SICOVAL, dans sa dernière séance, a donné un avis favorable. Je vous rappelle également que cette dérogation a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux au niveau départemental. Et je vous rappelle incidemment que les salariés les entreprises, les commerces qui utilisent cette dérogation doivent accorder une compensation à leurs employés et également ils doivent être payés en heures supplémentaires. Voilà. Donc y a-t-il des questions sur cette délibération? Des commentaires? Non? Je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Alors, 3, 4. Alors, 3 plus... il y a Monsieur Lala aussi, je crois. Ah, ok. Donc, compliqué. Donc, on a 4 contre. Une abstention. Donc, adopté à la majorité. Merci. Alors, la délibération suivante, c'est Françoise Doisy, première adjointe en charge des finances et des RH, qui va la présenter.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'adoption du programme de rénovation de l'espace Jean Cassan. Donc, nous avions déjà approuvé le programme de rénovation énergétique du gymnase et de la salle des fêtes attenantes qui sont depuis dénommées espace Jean Cassan lors de la séance du 10 mars 2022. Donc, aujourd'hui, l'équipe majoritaire confirme cette volonté de rénover ces bâtiments essentiels à la vie municipale et démarche par ailleurs souhaitée pour les autres bâtiments communautaires qui sont les écoles, la MJC et la mairie. Ils doivent permettre d'accueillir les usagers dans des conditions optimales. La réduction des coûts envisagés sur la consommation en fluide permettra de réaliser des économies. Donc, depuis la première estimation du projet, l'équipe majoritaire a repensé le programme de rénovation de l'espace Cassan de manière globale et a fait appel à une équipe de maîtrise d'œuvre en vue de proposer un plan de rénovation de cet espace. Le coût estimé à ce jour du programme est de 2 755 000 € TTC. Donc, conformément à sa démarche de recherche active de financement, la commune va solliciter des partenaires financiers potentiels au titre de cette opération, à savoir l'État, avec la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, par le biais des contrats de réussite pour la transition énergétique, qui sont les CRTE, la région à travers les contrats de territoire Occitanie et le département au moyen des contrats de territoire ruraux et périurbains. Donc, selon le premier calendrier prévisionnel de l'opération, à la suite des phases d'études préalables, de dépôt de permis et de consultation des entreprises prévues durant l'été 2024, les travaux devraient commencer à l'automne de la même année et s'achever à la fin du 4e trimestre 2025. Donc, la rénovation énergétique des autres bâtiments communaux, donc les écoles, la MJC, la mairie, est en cours de chiffrage et donnera lieu en janvier prochain à un rapport proposé en délibération afin d'adopter le programme afférent à ces opérations à venir et de permettre de déposer par ailleurs les demandes de subventions associées. Donc, vous avez le plan de financement qui vous avait été transmis. Donc, l'État, le montant qui est demandé en tout cas, le montant de subvention représente 30% du montant hors taxe des travaux. La région, c'est 50 000 € pour l'accessibilité, 50 000 € pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire 100 000 €. Le département, c'est aussi 30% du montant hors taxe. Le FCTVA, 16,404% du montant et il resterait en autofinancement 825 570 €. Merci beaucoup, Françoise. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération, Madame Acouk? Oui, je veux simplement dire que ce programme de rénovation énergétique est en fait un programme de restructuration dont la commission technique urbanisme n'a pas été saisie, donc je ne sais pas dans quoi il consiste. C'était une observation qui avait déjà été faite lors de la première présentation de l'autorisation de programme en mars, et pour l'instant, je ne sais toujours pas ce qui est prévu. Alors, vous avez bien compris que là, c'était une délibération qui permettait déjà de déposer un dossier de subvention, hein. C'est-à-dire que c'était l'urgence pour pouvoir ne pas passer à côté des opportunités de cofinancement. Et que bien évidemment, l'examen de la technique de la rénovation en commission Urba sera prévu très, très rapidement. On avait prévu une présentation, non hein Françoise? Oui. Voilà, peut-être on va laisser... Pauline? Oui, bon, enfin, alors là, il s'agit en fait du dossier, c'est vraiment une esquisse, hein, qui a été, c'est vraiment un avant-projet sommaire, on va dire, qui a été réalisé par l'architecte, qui vous permet déjà de vous présenter le projet de rénovation dans les grandes lignes. Alors, effectivement, ça dépasse, comme le disait Madame Acouk, ça dépasse très largement la simple rénovation énergétique pour une bonne et simple raison. C'est que dès lors qu'on commence à modifier quelque chose dans cet espace, en fait, on est obligé de tout modifier en même temps parce que rien n'est aux normes. Voilà, l'électricité, l'accessibilité, l'isolation, tout ça. Donc dès lors qu'on va rajouter de l'isolation ou qu'on va changer le système de production d'énergie, on ne peut pas le faire, je dirais, par tranche, parce que ça voudrait dire que
quelques mois après, on sera obligé de démolir pour mettre aux normes telle ou telle installation. Donc l'idée, c'est de tout faire d'un coup. Et comme ça, ça nous permet de repartir pour de nombreuses années, voire décennies de fonctionnement, puisque je vous rappelle que cet espace a été construit, je crois, au début des années 80 ou fin des années 70. Donc voilà, donc là c'est la situation, hein, donc vous la connaissez, on passe. Là c'est le plan de masse actuel. Et ça c'est le plan de masse futur. Hein, voilà. Alors, non, c'est le futur, ça. Ça, c'est le futur. Alors, juste revenez sur le plan de masse. Voilà, Pauline, merci. Alors, juste, ce qui est important de noter, alors, le plateau, la plateforme sportive et la salle des fêtes gardent les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Hein, on aura toujours un espace avec cette double fonction. En revanche, le fait de rajouter des espaces de stockage de part et d'autre, vous voyez, permet de renforcer l'isolation extérieure, qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on renforce les capacités, on va dire, thermiques de cet équipement. Il y a une rénovation complète de tous les espaces de vestiaire et de rangement pour les mettre aux normes et pour pouvoir notamment les mettre aux normes d'accessibilité. Et on crée des espaces, c'est-à-dire un hall d'entrée qui n'existe pas formellement aujourd'hui, enfin il sera agrandi en tout cas. Et on utilise tout l'espace, vous voyez, autour de la tour là, qui permettra de faire des espaces de rangement, hein, là aussi. Voilà. Voilà. Bon, tout ça, on le verra effectivement en commission technique, où vous pourrez le discuter, le modifier. Hein. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un avant-projet sommaire, c'est-à-dire il y a toutes les phases de maîtrise d'œuvre qui suivent. Jusque-là, on peut évoluer bien sûr sur le concept. Donc l'idée, c'est de mettre des... Hop, n'allez pas trop vite, Pauline. Donc de mettre des panneaux solaires sur la toiture, puisqu'on a une belle surface qu'on pourra optimiser. Toute la partie qui est exposée au sud. Voilà. Et si on continue, peut-être l'esquisse, voilà, le rendu un peu global, voilà, ça aura cette forme. L'idée, c'est d'utiliser les espaces actuels, mais d'utiliser la structure actuelle, mais en fait de modifier quand même l'aspect extérieur, avec un toit qui ait cette forme, qui puisse accueillir qui soit en bardage acier, hein, avec des panneaux solaires, un aspect briquette pour pouvoir s'intégrer dans notre patrimoine architectural et urbain, et puis lui redonner un espace un peu plus contemporain, un aspect un peu plus contemporain. Voilà. Une chose. Oui, je voudrais juste ajouter que lors de la commission finance du 28 novembre, je crois, Monsieur Marty, l'architecte de la société V2A, est venu faire la présentation. Il a répondu à toutes les questions des membres qui étaient là, même des questions très techniques. D'autres commentaires ou questions? Non? Donc si, Monsieur Delmat. Moi, j'ai une question sur le dernier commentaire qui stipule qu'en janvier, on aura un bilan et je sais plus comment c'est écrit, un plan, comment c'est formulé, pour la rénovation énergétique des écoles, MJC, etc., qui sont en cours de chiffrage. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas le mois de janvier pour avoir la photo complète et pouvoir définir des priorités? On sait qu'on a un budget qui est extrêmement contraint, on sait qu'on a planifié des écoles, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le choix de temporiser jusqu'en janvier pour avoir une séquence qui nous permette de comprendre quelles sont les priorités d'une meilleure façon? Bon, c'était notre intention initiale, mais là aussi, on est un peu contraint par des calendriers qu'on ne maîtrise pas, qui sont les calendriers des cycles de subventions, hein, voilà, de l'État et des autres. Alors, nous avons fait une réunion de travail avec les services du SICOVAL. Nous avons également rencontré les services de l'État récemment. L'idée, c'est d'utiliser les différents dispositifs financiers
de manière la plus optimale possible compte tenu des dossiers et des projets que nous avons sur Escale 15. Ce projet-là, l'idée c'est de le flécher plutôt sur ce qu'on appelle les deux dispositifs de subvention de l'État que sont la DESIL et la DETR. Donc c'est des dispositifs, c'est des finances, des subventions de l'État. De réserver les crédits inscrits au fonds chaleur, hein, c'est ça? Non, oui c'est ça. C'est pas le fond vert? Le fonds vert, pardon, je confonds. Sur le fonds vert, dont 500 millions ont été rajoutés par le gouvernement pour la rénovation énergétique des écoles. Voilà. Donc l'idée, c'est de réserver la rénovation énergétique globale, c'est-à-dire mairie, école, MJC, sur ces deux dispositifs-là, qui sont plus adaptés. Mais bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les services de l'État qui nous ont dit, qui nous ont conseillé de faire comme ça, et du SICOVAL. C'est pour ça qu'on a un peu découplé, parce que là, pour des îles DETR, il fallait présenter un dossier avant la fin de l'année. 15 janvier. 15 janvier, voilà. Donc, compte tenu de nos séances de conseil municipal, il fallait absolument qu'on présente ça aujourd'hui, qu'on délibère là-dessus. Bon, voilà, je suis désolé, c'est vrai que on a parfois des calendriers qui sont pas totalement compatibles avec le calendrier communal, mais bon, on s'adapte. Faire preuve d'agilité, on va dire. D'autres questions? Monsieur Paillard. Moi, j'ai deux soucis. On a ouvert une APCP sur cette opération au mois d'avril de cette année. Il était prévu dans cette APCP 500 000 euros de travaux et opérations pour cette année. Avant qu'on ne reparte sur autre chose, est-ce qu'on pourrait déjà savoir qu'est-ce qui s'est passé cette année en matière de travaux et sur cette opération? Ça, c'est la première chose. La deuxième question que j'ai à poser, ou si vous voulez, je la poserai un peu plus tard, c'est qu'effectivement, nous avons reparlé avec Monsieur Lala de la présentation du 28. Et si j'ai bien compris, dans cette présentation, il a posé la question de savoir que coûterait non pas une rénovation telle qu'elle est prévue, mais l'arasage de l'ensemble et la reconstruction. Et si j'ai bien compris toujours, on serait sur un budget de 3 300 000 euros qui aurait été annoncé par le maître d'œuvre. Voilà, donc c'est vraiment compliqué de prendre une décision quand on n'a pas les dossiers, quand on a des informations extrêmement partielles sur ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer, etc. Et après, j'aurais une autre question, mais qui est plus d'ordre formel et organisationnel. Alors, sur les 500 000 qui ont été inscrits en budget primitif, donc il s'agissait d'une prévision pour nous permettre, le cas échéant, de lancer les opérations le plus rapidement possible si on était prêt. Il est bien évident que dans notre esprit, cette opération ne sera pas lancée tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les crédits en face. On ne va pas mettre la commune en difficulté. Or, les crédits en face, ils proviennent d'un certain nombre enfin, vous connaissez, hein, de vente de foncier, la possibilité d'avoir des subventions, et ainsi de suite. Et tant qu'on n'est pas sûr de ça, on va pas lancer les opérations. C'est pour ça que cette année, on espérait pouvoir, mais bon, principe de réalité là aussi. Il faut piloter en fonction des marges de manœuvre. Voilà. Sur la deuxième question, encore une fois, on va en discuter sur le plan technique très rapidement en début d'année 2024. Vous aviez une autre question, je crois, Monsieur Paillard? J'ai une question qui me pose souci sur les 3 points qui sont notés ou les 3 décisions qui sont proposées. Je ne suis pas sûr que au moment d'une esquisse et d'un tableau comme ça, on
compte tenu de l'état d'avancement du dossier, il soit nécessaire d'autoriser le maire à procéder à la consultation des entreprises dans le cadre d'un futur marché de travaux. Je pense que ça, c'est quelque chose, quand on va réviser la PCP, qui devra entrer à ce moment-là. Autoriser monsieur le maire à solliciter tous les partenaires susceptibles de financer cette opération. Je crois me souvenir qu'il y a une délibération qui a été prise par la commune qui donne délégation au maire pour demander tout type de subvention jusqu'à 4 millions d'euros. Alors pourquoi est-ce nécessaire de remettre ça ici? Et puis le troisième point, intégrer dans la préparation budgétaire les crédits afférents. Mais ça, c'est du choix de la majorité de le proposer dans les... Et du coup, je vois vraiment pas l'intérêt de cette opération, de cette délibération. Là, honnêtement, je comprends pas du tout. Écoutez, c'est une délibération qui est nécessaire pour compléter les dossiers de demande de subvention. C'est des délibérations type sur l'autorisation de procéder à la consultation. Je vous rappelle que oui, c'est une formule un peu. Ah mais ça c'est celle du 10 mars 2022. Ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est la même. On reprend la même. C'est le même modèle. Voilà. Non, mais derrière, la vraie question, c'est à quoi sert ce soir cette délibération? Je vous répète, monsieur Gaillard, elle sert à compléter le dossier de demande de subvention. Voilà. Mais puisque vous avez le droit de solliciter tout type de subvention jusqu'à 4 millions d'euros, vous avez délégation pour ça, monsieur le maire. Mais Donc, en quoi est-ce que c'est nécessaire? Écoutez, je la propose au vote. Si vous voulez pas la voter, vous êtes libre de pas la voter. En tout cas, si on vous la propose, c'est que on nous l'a demandé. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ou pas? Alors, je mets au vote. Donc, qui est contre? Donc, 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc, 3, pardon. 3 abstentions. Donc, adopté. Vous êtes abstenu, hein? Vous aussi? Ah oui, donc, alors. Donc ça fait 3 et 2, 5. 5 abstentions, 2 contre. Voilà, c'est ça. Non, 3 contre. 3 contre. D'accord. Donc adopté à la majorité. Merci. Alors, délibération numéro 4, donc Françoise Doisy, toujours sur l'application de la théorie d'imprévision. Alors, ça, c'est une délibération qu'on a déjà prise par le passé pour d'autres sociétés. Donc, ça concerne l'exécution du marché de construction du nouveau gymnase. Donc, certaines entreprises ont demandé, en application de la théorie de l'imprévision, de pouvoir bénéficier d'indemnités. Donc, cette fois-ci, c'est la société qui s'appelle Construction Métallique Florentaise, la CMF, qui a fait valoir donc une demande d'indemnités supplémentaires. Donc, les charges extra-contractuelles qu'elle nous a présentées s'élevaient à 9 793 €. Et l'indemnité qu'elle va percevoir est de 6 748,65 € hors taxe. Alors, y a-t-il des questions sur ce projet de délibération? Alors, s'il n'y en a pas, on met au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, une abstention. Donc, adopté à la majorité. Merci. Alors, délibération numéro 5. Françoise Doisy, toujours, va nous la présenter. Donc, c'est l'exonération de la redevance d'occupation de domaine public pour les festivités de Noël. Alors, c'est une délibération d'actualité, puisque le comité des fêtes, l'API, ainsi que les industriels forains et artisans ont sollicité la commune pour l'organisation de manifestations de Noël sur le domaine public. Donc, il est rappelé que toute occupation du domaine public doit être soumise au paiement d'une redevance. Or, dans le cadre de certaines manifestations, dont celles concourant à une mission d'intérêt local, une collectivité peut exonérer l'association organisatrice du paiement de la redevance d'occupation du domaine public. D'où la délibération que nous vous proposons d'adopter. Des questions? Donc, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 6, la convention de participation en prévoyance. Françoise, vas-y. Alors, les centres de gestion au titre de la protection sociale complémentaire concluent pour le compte de collectivités territoriales et de leurs établissements publics des conventions de participation avec les organismes qui sont mentionnés afin de couvrir les risques relatifs aux risques, enfin les risques concernés sont ceux relatifs aux risques dits de santé et de prévoyance. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, c'est le CDG 31, qui a réalisé une procédure de mise en concurrence. La convention de participation est attribuée au groupement alternatif courtage, qui est le courtier, et à la territoria, qui est la mutuelle. Donc, cette adhésion de la collectivité qui est facultative est pour une durée de 6 ans, prorogeable 1 an. La rétribution du CDG 31 pour cette mission d'accompagnement se réalisera de la manière suivante. Première année d'adhésion, 31 € fois le nombre d'agents adhérents. Et par la suite, il sera facturé 31 € par nouvel agent adhérent. La participation de l'employeur obligatoire dans le cadre de ce dispositif est fixée à 8,50 € par mois et par agent. Merci Françoise. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, toujours Françoise Doisy, ressources humaines. Alors, il s'agit de créer un emploi permanent d'agent de maîtrise à temps complet de 32 heures hebdomadaires et de supprimer 4 emplois permanents. Effectivement, le centre de gestion de la Haute-Garonne a fait paraître la liste d'aptitudes au grade d'agent de maîtrise au titre de la promotion interne. Donc, il y a une agente de la collectivité qui y figure. Donc, il est actuellement au grade d'agent technique principal 2e classe et il a été décidé de le nommer au grade d'agent de maîtrise. Donc, ses fonctions et missions restant inchangées. Donc, le poste d'agent technique principal occupé jusqu'alors par l'agent n'a plus lieu d'exister. Ça, c'est pour le premier poste. Ensuite, il y a eu 3 mouvements de personnel qui entraînent la proposition de supprimer les 3 emplois permanents qui sont maintenant vacants. Donc, il y a un emploi permanent sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe suite à la mutation de l'agent. Un emploi permanent sur le grade d'adjoint technique principal de première classe suite au départ en retraite de l'agent. Et enfin, un emploi permanent à temps complet sur le grade de chef de service de la police suite à la mutation de l'agent. Merci Françoise. Y a-t-il des questions? Oui, merci. Monsieur Paillard. Est-ce qu'on peut savoir à quelle fonction ça correspondait, ces emplois supprimés? Donc, c'est des gens qui quittent la commune parce qu'ils ont demandé une mutation et qu'ils l'ont obtenue. Est-ce que c'est bien ça, déjà? Ok. Et donc, les différents emplois, quel type de fonction a été rempli? Alors, le premier, c'était un professeur de piano, si je me souviens bien. Donc, on n'a plus lieu de recruter un nouveau professeur, puisque c'est pas, enfin, les communes ne recrutent plus de professeurs. C'est la fonction de l'EC, dans le cadre de l'M7. Pour le chef de service de police, donc il y en a déjà un, on ne va pas en recruter un deuxième. On ne va pas garder un deuxième poste. Et l'adjoint technique principal sur 33 heures, c'est un temps non complet, donc on ne conserve pas ce poste-là. On en a créé d'autres qui sont, je pense, plus. Et jusqu'à présent, le poste de chef de police était occupé? Oui. Non, c'était l'ancien. Oui, c'était l'ancien poste de Laurence qui est parti. Il était vacant. Donc, il était Oui, vacant. il était vacant, oui, oui. Ok. Et le second, c'est quel type de fonction? Je pense que c'était assez ancien. J'avoue que je ne sais pas à qui ça correspondait. C'est ici un poste qui était vacant depuis longtemps? Ah oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui est parti alors, D'accord. il y a déjà quelque temps. On n'a pas de Oui. On va recréer des emplois. Ok. Donc en fait, c'est des suppressions de postes sur le plan administratif.
Mais c'est pas Voilà. c'est pas Non, c'est des, si vous voulez, c'est des postes qui ont été créés. C'est la question. C'est des postes qui ont été créés dans le passé parce qu'il y avait un besoin. Départ à la retraite, mutation, le poste reste, la personne s'en va, ça reste dans les ouvertures de poste, mais entre-temps, on a sans doute recruté quelqu'un d'autre qui n'avait pas tout à fait le même grade, donc on a créé un autre poste pour lui, et ça reste parce qu'il n'a pas été supprimé effectivement, sur le plan administratif, hein, on est bien d'accord. Mhm. Merci. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 8, ressources humaines, toujours. Alors, cette délibération est la suivante, concerne le même sujet, c'est-à-dire l'augmentation de la durée hebdomadaire de poste d'agent d'entretien des espaces publics, et concerne également la livraison du gymnase Alice Mia, qui a eu lieu fin juin 2023, et de nouveaux besoins ont émergé. Donc l'entretien de ce gymnase incombe en effet à la commune. Depuis la livraison, les agents de service d'entretien des espaces publics sont amenés tous les mois à faire des heures complémentaires. Donc, il a été décidé d'augmenter les contrats respectifs de ces agents. Donc, cette première délibération concerne le passage d'un contrat de 28 heures à 35 heures et d'un contrat de 30 heures à 35 heures, donc tous les deux à temps complet, sachant que l'augmentation de la durée hebdomadaire d'un emploi qui est supérieur à 10% du temps de travail initial implique la suppression des emplois d'origine et la création de nouveaux emplois. Donc là, nous allons créer les emplois d'origine. En revanche, il se trouve que dans le tableau des effectifs, il y a un emploi vacant pour un adjoint technique à temps complet et un emploi vacant sur le grade d'agent de maîtrise à temps complet. Donc, il n'est pas nécessaire de créer les deux nouveaux emplois. Donc, nous allons juste supprimer les anciens emplois et bien sûr augmenter les contrats de ces deux personnes-là. Merci beaucoup, Françoise. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Donc, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 9, toujours Françoise Doisy. Alors, donc, le même sujet et même augmentation de contrat, si ce n'est que là, il est proposé d'augmenter de 32 heures à 35 heures, 2 emplois permanents, ce qui veut dire que l'augmentation de la durée hebdomadaire de ces 2 emplois étant inférieure à 10% du temps de travail initial, il n'est pas nécessaire de supprimer les emplois d'origine, il suffit juste de modifier la durée hebdomadaire du temps de travail initial. Merci beaucoup. Des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Ah, pardon. Monsieur Paillard, une question sur la délibération numéro 9. Non, c'est à l'issue de ces deux délibérations. Je pense que ça serait utile qu'on puisse avoir une mise à jour du tableau des effectifs et de l'organigramme de la commune pour bien comprendre où on met les effectifs. C'était prévu, si je me souviens bien, on a prévu de faire une présentation au prochain conseil du tableau des effectifs et l'organigramme en suivant. Merci. Et puis, il y a toujours le tableau des effectifs en annexe du compte administratif aussi. Hein. Alors, délibération numéro 10, on va changer de rapporteur puisque c'est Marie-Claire Loz, adjointe à la vie associative, qui va nous la présenter sur le CLAS. Oui, l'an dernier, lors du conseil municipal du 20 octobre 2022, nous avons voté une délibération sur une convention que nous passons avec le CLAS pour définir les modalités administratives, techniques et financières pour la mise à disposition par la commune d'Escalquens d'espaces adaptés pour le déroulement des ateliers CLAS. Et on avait dit que cette convention qui est signée pour 3 ans, donc nous l'avons votée l'année dernière, pouvait faire l'objet d'avenants suivant les espaces que l'on pouvait donner aux classes suivant leurs besoins.
Donc, il se trouve que cette année, les besoins ont changé et les espaces consacrés aux classes aussi. Donc, je vous propose de voter l'annexe de la convention d'occupation des locaux pour le classe élémentaire pour 2 salles à l'espace du Bergeon, la salle de réunion et la salle du comité des fêtes pour 2 jours par semaine. Et pour le classe du collège, une salle, la salle du CERS, pour 2 fois par semaine également, pour environ 1h30 à 2 heures d'atelier classe. C'est juste la mise à jour des salles communales mises à disposition du classe. Merci Marie-Claire. Des questions? Bon, de toute façon, c'est un dispositif connu hein, qui est déjà en œuvre sur la commune. Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, l'autre volet de ce dossier, donc du classe, va être présenté par Véronique Roux, donc adjointe à la vie scolaire, puisqu'il s'agit de la convention, cette fois, de ce contrat. Voilà. Bien. Alors, le SICOVAL, donc, avec l'appui financier de la Caisse d'allocation familiale et celui du Conseil départemental 31, propose un dispositif d'aide et de soutien pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Donc, ce sont les ateliers classes dont parlait Marie-Claire tout à l'heure. Voilà, donc ces ateliers classes sont constitués par des enfants qui sont orientés par les équipes éducatives et selon certains critères. Et l'information est transmise par les enseignants aux parents également pour les inviter à concrétiser l'inscription. Et les familles peuvent également faire une demande directement, si elles le souhaitent. Des groupes d'enfants donc sont constitués et les ateliers sont encadrés par des accompagnateurs formés. Et ces petits groupes se déroulent sur des créneaux d'1h30 environ, 2 fois par semaine scolaire, dans les salles donc mises à disposition par la commune dont Marie-Claire vient de vous parler. L'action du classe comporte 2 axes. Un qui est centré sur l'aide méthodologique dans le travail scolaire et un autre orienté sur les apports culturels utiles à la réussite scolaire des enfants et des jeunes. L'objectif est de renforcer l'autonomie de l'enfant dans son organisation scolaire et de l'aider à trouver du sens dans ses apprentissages. Le classe a également pour vocation d'accompagner et d'impliquer les familles dans la scolarité de leurs enfants. Pour ce, il convient de signer une convention tripartite qui a pour but de fixer dans le cadre général de l'action du classe avec les établissements scolaires afin d'articuler les différents dispositifs éducatifs actifs sur notre territoire et de renforcer leur impact selon les besoins des enfants et des jeunes ainsi que ceux des familles. Sur le territoire d'Escalquin, ce dispositif se déroule en partenariat avec le collège Jeanne Dieulafoy et avec l'école élémentaire Marcel Pagnol. Alors, il est proposé donc aux membres du conseil municipal de délibérer sur ces conventions tripartites pour l'année 2023-2024 entre le SICOVAL, opérateur des dispositifs classes, les établissements scolaires et la commune. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Délibération numéro 12, donc toujours Véronique Roux qui nous la présente, donc sur la subvention exceptionnelle coopérative scolaire. Voilà. Alors là, c'est autre chose. C'est pour un spectacle. Donc, après avoir travaillé... Il y a le spectacle. Donc, les enseignants de l'école élémentaire ont souhaité permettre à tous les élèves d'assister à un spectacle de musique à la salle des fêtes pour leur faire découvrir les différents courants, rythmes, instruments qui font le jazz. Et ce spectacle sera proposé par la compagnie Jazzimini
Et ce spectacle se déroulera à la salle des fêtes le 13 décembre 2023 en 2 représentations, de façon à permettre à tous les enfants de pouvoir y assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Le Véronique. contrat donc Ah, a été établi entre la compagnie et l'école au travers de la coopérative scolaire, comme on fait un petit peu d'habitude, voilà. Et la commune propose de prendre en charge cette dépense, ainsi d'offrir ce spectacle aux enfants pour Noël, dans le cadre de la démarche d'ouverture culturelle inscrite dans son PEDT. Bien, la prise en charge des frais de ce spectacle se fera au travers d'une subvention exceptionnelle versée à la coopérative scolaire pour un montant de 1 300 €. Les crédits correspondants ont été prévus au budget 2023 dans le cadre du soutien aux différents projets des écoles. Merci. Merci, Véronique. Des questions là-dessus, sur le financement de ce spectacle pour les enfants? Donc, pas de questions. Je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 13. On va changer de rapporteur, puisque c'est Marc-Olivier Bensassi, conseiller délégué aux travaux, qui va nous la présenter. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'un avenant au marché des travaux sur l'extension des romarins. Donc, c'est le lot numéro 1, terrassement. Donc, il s'agit d'une augmentation quand même du budget de 26 850 € hors taxe, ce qui représente un écart de 17,07%. Donc, comme l'écart est supérieur à 5%, il est soumis à la commission d'offres. Bon, pour rappel, c'est juste la jonction entre les deux parties, c'est-à-dire la partie ancienne et la partie nouvelle de l'école des Romarins, qui a un écart de niveau et dont on doit le rattraper. Donc à l'origine, on devait mettre du goudron, mais des pavillons autobloquants pour une question de normes PMR et aussi anti-incendie. Voilà. Donc je vous soumets au vote. Merci. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Des questions? Monsieur Paillard. C'est peut-être une question naïve, puisqu'on va être obligé de décaisser cette cour pour y mettre un nouveau revêtement. Est-ce que ça vaut pas le coup d'investir un tout petit peu plus et d'y mettre un puits canadien hydraulique qui permettrait à moindre coût, parce que c'est ce qu'on met dans le sol, c'est un tuyau qui est le même que les tuyaux d'eau qui alimentent nos maisons et qui permettrait derrière de pouvoir à la fois tempérer l'été et avoir de l'air moins froid qui entre dans l'école l'hiver, en le branchant sur les systèmes en fait de ventilation de l'école. Voilà. Est-ce que ça vaut pas le coup d'y réfléchir un tout petit peu et de voir qu'est-ce que ça coûterait réellement en plus? Et si on doit investir déjà 28 000 € et quelques, si ça coûte 2 000 €, 3 000 € de plus, peut-être 5 000, j'en sais rien, mais Non. ça vaut, à mon sens, le coup de se poser la question. Alors, Marc-Olivier. Un puits canadien, c'est pas 5 000 €, monsieur Payan. Je vous le dis. Pour connaître les tarifs, c'est pas ce tarif-là. Là, vous doublez, hein. Oui, oui, oui. On pourra faire l'estimatif, hein, on vous le donnera si vous voulez, mais c'est pas ce tarif-là. Alors, je sais pas si on a le temps d'y réfléchir, mais sinon, oui, pourquoi pas, ouais. Enfin, moi, je suis assez favorable. À ce moment-là, voyez-vous peut-être ce que je vous propose, monsieur Paillard, voyez-vous avec Marc-Olivier assez rapidement pour peut-être creuser un peu l'idée sur le plan technique, hein. Si vous avez une idée un peu précise, parlez-en tous les deux. Et puis après, il faut quand même qu'on aille assez vite parce que on a des délais. Il faut qu'on livre l'équipement. 5 pour... le 8 janvier. Oui, donc Alors ça, c'est niet. Hein. moi, je suis assez Parce que- ouvert, mais enfin, il faut à ce moment-là, faites-le assez rapidement. Hein. Voilà. C'est ça. On en avait parlé en commission de ça ou pas? On n'avait pas parlé, mais bon,
pour moi, les tarifs d'un puits canadien, c'est quand même. Bon, enfin, Bon, écoutez, rapprochez-vous. des études, comme dit Pauline. On va faire des études. Et il faut faire un comparatif. Hmm. Écoutez, parlez-en rapidement, mais j'ai peur que ce soit un peu tard, Monsieur Paillard, pour soumettre l'idée. Oui. Il aurait fallu en parler avant. Hein. Non, non, mais c'est après l'idée est pas. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais le problème c'est on se heurte quand même à un problème de faisabilité, quoi. Peut-être dans d'autres bâtiments sur les rénovations aussi. Hein. Exactement, hein, je suis d'accord avec vous. Alors, très bien. Donc, alors, on revient quand même sur le sujet. Donc, y a-t-il d'autres questions d'abord? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 14. Il s'agit d'une vente de parcelles au profit de la SNCF. Marc Olivier. Donc c'est sur la vente de la parcelle ZF 151 au profit du réseau SNCF. Donc c'est une parcelle qui a une superficie de 669 mètres carrés, qui se situe 209 avenue de la Gare. Donc on la vend mais pas en totalité. C'est juste une vente de 28 mètres carrés à 30 € le mètre carré, donc ça revient à 840 €. Voilà, c'est en sorte, c'est pour que la SNCF agrandisse les voies ferroviaires, tout simplement. Merci. Des questions sur ce sujet? Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. J'espère que ça va accélérer l'arrivée de la LGV à Toulouse. Ou le TER. Le RER. Le RER. Le TER, il y est déjà. Le RER. Alors, délibération numéro 15, c'est toujours Marc Olivier qui nous la présente. Oui, il s'agit de l'approbation du tableau du classement des voies communales et l'actualisation du linéaire de la voirie communale. Donc c'est quand même une délibération importante puisque ça nous permettra d'avoir une dotation globale de fonctionnement de la DGF. C'est ça qui va mettre entre guillemets la valeur de la DGF, tout en rappelant quand même que sur la commune, c'est 38 km de linéaire. Voilà. Merci beaucoup. Des questions là-dessus? Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Vous êtes contre, Monsieur Bayard, c'est ça? Vous avez une question. Attention, hein, pas se tromper. Alors, la question. Le linéaire précédent, on était à combien? Moins 380, je pense. Quasiment pareil. Il y a eu quelques mètres d'une voie qui a été. C'est juste le chemin de Beaune. Hein, c'est ça, Pauline? On a vu une commission. Plus de questions? C'est bon? Donc, on passe au vote cette fois. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Alors, délibération numéro 16. Hop, là. Toujours Marc Olivier, il nous la présente. Il s'agit de la rétrocession d'un caveau à construction libre au cimetière de la Bruyère. En effet, M. Binot, il a acheté ce caveau au tarif de 947 € et déménageant souhaite revendre le caveau à la mairie. Donc, restituer, pardon, à la mairie, excusez-moi. Du coup, Monsieur le maire propose de rembourser la somme de 605,76 € imputée sur le compte 678, pardon. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous avons épuisé les délibérations et avant de clôturer la séance, il y avait une question posée par Monsieur Paillard. Je vous la laisse la poser peut-être, Monsieur Paillard.
Oui. Enfin, c'est une question sur le calendrier d'exposer, en fait, de la présentation des activités des différentes SPL ou SEM auxquelles la commune participe. C'est une obligation annuelle. La SPL Antigone, je crois qu'on a passé la délibération en 2021, en décembre 2021. Donc, je pense que ça sera important de présenter l'activité de cette SPL pour 2022, dès que les comptes seront disponibles. Idem pour la SPL Innova, puisqu'ils viennent d'être présentés, ils vont être présentés, pardon, au SICOVAL, au prochain conseil. Je pense que c'est important aussi que les conseillers municipaux soient informés. Bon, il y a une obligation légale et c'est important que les conseillers municipaux soient informés. Voilà, donc ma question porte autour de ça. Non, vous avez raison, effectivement, il faut qu'on le fasse. Alors, c'est vrai que bon, c'est des thèmes dans lesquels, oui, les comptes sont pas arrêtés, mais dès qu'ils le seront, il faudra prévoir une présentation. L'aménagement le prévoit pour un prochain conseil dès qu'on aura tous les documents. Pour l'instant, ils ont pas. Voilà, donc cette fois-ci, l'ordre du jour est épuisé. Je vous propose de lever la séance et de laisser la parole à la salle ou aux habitants qui suivent le conseil municipal en ligne, s'ils ont des questions. Michael, non? Côté de la salle,